Amis téléspectateurs, voilà, nous allons assister au colloque qui est organisé ici au Sénat. Là, nous avons notre parc du Sénat que vous allez voir, mais ce colloque parle de la résistance. Mais ce n'est pas la résistance au masculin, mais c'est la résistance au féminin. Pourquoi cette résistance? Parce que la France s'est honorée, ses filles, ses fils, par rapport au combat qu'il y a eu. La France a été occupée en 40-45, libérée 45. 6 juin, la fête, les Américains sont venus, la France est libérée. Aujourd'hui, la date du 27 mai 2014, on commémore la résistance de la femme. La femme a apporté beaucoup dans la résistance, la femme a apporté une valeur ajoutée où les hommes se battaient, qui s'étaient au front, et les femmes dynamitaient les ponts, dynamitaient les rails et aussi faisaient le travail de transmission courrier, transmission carte, fausse identité. La France a travaillé dans une applicabilité extraordinaire. On se retrouve aujourd'hui ici, Sénat, là où les décisions se prennent pour assister à ces colloques extraordinaires. Pourquoi ces colloques extraordinaires? On se rappelle aussi de la mort de Jean Moulin. Jean Moulin, 23 mai 1943, vous savez, il a eu cet ordre d'organiser la résistance. Il met en place le Conseil national de la résistance. Et ce conseil de résistance a donné ses fruits et on se trouve aujourd'hui avec la France libre. Freddy Moulongo, qui tu es avec moi, viens dire un mot par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui. Freddy, que penses-tu de ce qui va se passer aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui, c'est une journée magnifique parce qu'on va parler de la résistance. Et non pas de la résistance des hommes, de la résistance au féminin, des femmes résistantes. Et donc, ça nous donne beaucoup de matière. Vous savez, Roger, hier, j'ai regardé encore sur les réseaux sociaux, on nous a affiché une photo des femmes en uniforme, soi-disant qu'elles protestent par rapport aux Congolais qui ont été refoulés de Brazzaville. Mais c'est de la rigolade. Lorsque on veut faire de la résistance ou lorsqu'on n'est pas content, on proteste avec les moyens qui sont les... Oui, voilà. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ces pagnes-là, l'argent pour acheter des pagnes, pour aller se pavaner, je ne sais pas si c'était au Palais du Peuple ou ailleurs, pour dire que... Et ça fait combien de temps que les Congolais sont expulsés de Brazzaville? Et pourquoi avoir attendu jusqu'à demain pour faire des photos et puis dire que maintenant on s'élève et on n'est pas d'accord? Non, ça c'est vraiment n'importe quoi. On ne sait pas qui a sponsorisé ces pannes-là. Nous, ce que nous souhaitons... Oui, voilà. Ce que nous voulons, c'est que les Congolais résistent face à la dictature totalitaire que nous subissons en République démocratique du Congo, que les femmes congolaises comprennent qu'elles ont un rôle important à jouer par rapport à la résistance et qu'elles résistent partout où elles sont, que ce soit dans leur bureau, que ce soit au marché, que ce soit, je ne sais pas, dans leur bilanga, que les femmes s'élèvent aussi pour résister. La résistance, elle n'est pas seulement masculine, la résistance, elle est humaine. C'est-à-dire que les témoignages qu'on va écouter là, ce sont des femmes qui ont bien vécu, qui avaient de la bonne éducation, mais qui, un beau jour, face à l'injustice, elles ont dit non, on s'élève et on proteste. On s'élève et on entre en résistance parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà, Freddy, nous allons aller dans la salle mythique, salle Clémenceau, pour assister à ces colloques inédits. Oui. Premier de son genre, il y aura un deuxième. Oui. On a discuté avec Madame Brigitte Morin, qu'on a invitée. On a invité à quoi? C'était Madame Brigitte Morin, c'est la sénatrice qui est venue au forum sur la liberté de la presse, les respects des droits de l'homme et contre l'impunité. Et donc c'est elle qui organise ces colloques, mais les colloques va connaître l'ouverture du président du Sénat, Jean-Pierre Bel.
Merci à vous. Alors, allons-y. Oui, allons-y, Roger. Merci. Vraiment, Merci. Amis auditeurs, chers internautes, nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre là. Là, nous sommes au Palais de Luxembourg, les sièges même du Sénat français. Et nous sommes très heureux parce que dans quelques minutes, il y aura l'inauguration de ces colloques sur les femmes résistantes. Et nous avons la joie de vous présenter aujourd'hui Madame Elisabetta Ruffini. Elle va nous dire si elle est résistante ou pas, si elle est résistante dans quel domaine. Mais en tout cas, c'est elle qui a conçu avec Claude Alice Peyrotte cette exposition que nous voyons ici, qui est vraiment à l'entrée même de la salle Clémenceau. Madame Elisabetta Ruffini, bonjour. Bonjour. Voilà, alors d'où vous est venue cette idée de l'exposition sur les femmes résistantes? Ici, on parle de Charlotte Delbo. C'est une femme qui a vécu la résistance, a été déportée à Auschwitz-Birkenau, mais elle est revenue en France, elle a continué à résister en faisant de la mémoire d'Auschwitz une racine pour être vigilante sur les présentes. Et ça, je pense que c'est son choix d'être résistante par l'art. Charlotte Delbo était secrétaire de Louis Jouvet, assistante d'Henri Lefebvre, et pendant toute sa vie a travaillé dans la littérature, dans le théâtre, pour faire entendre la voix des femmes qui sont mortes à Auschwitz, qui se sont battues dans la résistance et sont mortes à Auschwitz, mais aussi toutes les femmes qui se sont battues dans des coins, dans des pièges de l'histoire, on dit comme ça, avec l'histoire, elle disait, pour que la liberté soit la transparence des rapports entre les hommes. Ça, je pense que c'est un mot qu'elle dit. Et que je pense que c'est à garder comme femme aujourd'hui, qu'on ne renonce pas à être résistante. Voilà. Alors, Elisabetta Ruffini, lorsqu'on parle d'Auschwitz, on voit tout de suite la Shoah, on voit tous ces Juifs qui ont été déportés et qui ont été gazés même à Auschwitz. Donc, elle a été sensible à cela simplement en tant que femme, ou bien elle a connu de gens qui ont été, ou de membres de famille qui ont été gazés à Auschwitz? Alors, Charlotte Delbo était résistante en France et en tant que politique, donc en tant que résistante, a été déportée à Auschwitz. Donc elle a été avec le convoi du 24 janvier de 1943 qui a porté à Auschwitz 230 politiques, donc 230 femmes résistantes comme elle, a été une témoigne exceptionnelle de la Shoah. Elle était dans le bloc 25 de Birkenau et elle a vu les trains arriver et les Juifs descendre de ces trains et être envoyés directement dans la chambre à gaz. Donc je pense que réfléchir sur Charlotte Delbo aujourd'hui, c'est comprendre comme l'expérience de la déportation raciale, donc de la déportation des Juifs, de la Shoah, est intimement liée, croisée à l'expérience de la déportation politique. Et comme l'expérience de la déportation dans l'univers concentrationnaire est beaucoup plus complexe, beaucoup plus croisée avec différentes expériences que ce qu'on peut avoir lorsqu'on pense simplement à la Shoah. Donc la Shoah, c'est le cœur d'Auschwitz, c'est le cœur de la déportation, mais c'est une expérience qui croise d'autres expériences de déportation, comme la déportation des politiques, dont Charlotte Delbo a été témoin. Voilà. Bon, alors là, vous parlez en 1944, il y a eu des femmes résistantes. Aujourd'hui, si on se projette aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer hier, avec ces tsunamis du FN en France, on se pose quand même la question, est-ce qu'il y aura des femmes françaises résistantes par rapport à cette réalité? Alors moi, je suis une femme italienne, donc vous européenne quand même. Oui, en Italie aussi. À partir de Charlotte. Beppe Grillo a... Il n'a pas gagné. Oui. Donc c'est vrai qu'à partir de Charlotte Delbo, c'est l'idée véritablement de femmes européennes. Oui. Et là, je pense qu'avec Claude Alice, qui a aidé avec Bagage de Sable à porter cette exposition en France, nous partageons l'idée qu'on peut être résistante par la culture, par l'art, comme moment où, pour penser que essayer de trouver son chemin
par la culture, c'est une façon de s'émanciper en tant que femme, en tant que citoyenne européenne. La littérature, l'histoire n'est pas simplement la cerise sur la tarte, mais c'est une façon pour imaginer le présent et penser le futur. Première célébration au Sénat de la Journée nationale de la résistance et après cette cérémonie d'hommage qui, je le sais, je l'ai entendu, a touché beaucoup d'entre nous. Pour ceux qui n'étaient pas présents, qui n'ont pas assisté à cette cérémonie, il me faut peut-être souligner que nous devons ce colloque des initiatives sénatoriales, peut-être 2 initiatives qui sont particulièrement bienvenues. Bien sûr, d'abord, une loi, la loi Mirassou, le sénateur Jean-Jacques Mirassou est devant moi, là, ici, au premier rang de cette assemblée. Il a proposé ici au Sénat en 2013. C'est une loi en vertu de laquelle on commémorera chaque 27 mai, à partir d'aujourd'hui, la réunion historique du 27 mai 1943. Ce jour-là, vous le savez, en effet, Jean Moulin a réuni pour la première fois, et je vais le redire parce que je pense que c'est un acte fondateur très important, rue du Four, le Conseil national de la résistance, qui, bien sûr, a fait tellement pour la libération de notre territoire. Juste un petit mot personnel, ceux qui me connaissent savent combien j'attache d'importance à la résistance, à son histoire, à son souvenir, à ses combattants. Et au modèle, oui, au modèle, je crois que ceci représente pour chacun d'entre nous. Lorsque j'ai été élu président du Sénat, ça va faire bientôt 3 ans, le 1er octobre 2011, mes premiers mots de président ont d'ailleurs été pour la résistance, en évoquant mon père, ses frères, sa sœur, officiers des forces françaises de l'intérieur, qui, dès le début de l'occupation, se sont retrouvés en première ligne des combats de la résistance. Vous comprendrez donc que pour moi, les résistants ont toujours été des références absolues. Ces femmes et ces hommes se sont engagés, bien sûr, au péril de leur vie, je le dis en toute conscience, et ils l'ont chèrement payé. Ils se sont dressés contre le nazisme au nom de valeurs, au nom de nos valeurs, à commencer bien sûr par une valeur essentielle, la défense des libertés. Ils ont combattu avec héroïsme l'ennemi qui était là, qui occupait notre pays et lui imposait sa terrible conception d'une société fondée sur le racisme, l'antisémitisme, la haine, l'oppression et la répression de tous ceux qui, dans le fond, ne répondaient pas au modèle insupportable que voulait nous imposer le Troisième Reich. Ce combat magnifique, porté par la conviction de vaincre ce qui est appelé la peste brune, mais peut-être faudrait-il, notamment pour les jeunes, expliquer ce que fut ce fléau. Il ne se limitait pas à un refus. Il s'inscrivait dans le projet de construire une société plus harmonieuse, où le progrès et la liberté iraient de pair avec plus d'égalité, avec davantage de solidarité. Cet engagement au service d'un idéal a débouché sur l'élaboration du programme du Conseil national de la résistance, qui fut à l'origine d'importantes réformes économiques et sociales qui ont été mises en œuvre à partir de la libération. C'est peu dire que de souligner combien ce programme a durablement marqué de son empreinte les orientations, les avancées de la France d'après-guerre. Ce colloque, nous le devons aussi, peut-être surtout, à une autre initiative, celle de la délégation aux droits des femmes, qui, par la voix de sa présidente, Brigitte Gontier-Morin, a souhaité consacrer aux femmes résistantes ce premier 27 mai depuis l'adoption
ce que nous allons appeler la loi migration. Je ne pouvais bien sûr que soutenir avec enthousiasme ce projet de la délégation aux droits des femmes. Comment ne pas exprimer et éprouver une admiration particulière pour les résistantes, pour ces femmes, je le disais tout à l'heure, certaines anonymes, dont l'engagement a souvent commencé par de petits actes. Il s'agissait de loger, de nourrir un fugitif, quelquefois, de lui fournir de vêtements, tout simplement. Il ne faut pourtant pas s'y tromper, ces femmes ont été des combattants, au sens le plus entier du terme, comme le soulignait à l'occasion d'un colloque à la Sorbonne en novembre 1975, Léo Hamon, résistant éminent lui-même et grande figure du Sénat de la 4e République. Je voudrais évoquer, puisque je l'ai d'une certaine manière oublié tout à l'heure, le souvenir de Marc Sénard, qui fut quand même la première parlementaire et qui a largement contribué au droit de vote des femmes dans cette période, petit oubli rattrapé. Il n'est pas question, bien entendu, de minimiser le rôle des hommes dans la résistance. Vous savez, c'est assez surprenant quelquefois d'avoir dû répondre à ce genre d'objection. Mais il s'agit simplement de rendre justice à ces femmes, à ces combattantes de l'ombre, comme les a désignées Margaret Collins Bates dans l'ouvrage qu'elle leur a consacré. Force est de constater que ces combattantes sont restées, pour une très large part, au seuil d'une histoire qui, il faut le reconnaître, s'écrit le plus souvent au masculin. Des spécialistes reconnus, et parmi eux des membres de notre Assemblée, que je remercie d'être là et de nous faire partager leur connaissance, leur savoir, nous exposerons tout à l'heure la variété et l'ampleur des missions accomplies par les femmes dans la résistance. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Fondation pour la mémoire de la déportation, Monsieur le Président de la Fondation de la Résistance, Mesdames, Messieurs les professeurs, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier une nouvelle fois notre Président Jean-Pierre Bel qui a bien voulu apporter son soutien actif à ce colloque et bien entendu à notre collègue Jean-Jacques Mirassou dont la loi a rendu possible l'organisation d'une telle journée. Je suis très reconnaissante aussi aux témoins dont certaines ont fait une longue route pour être parmi nous aujourd'hui. Merci également au président des fondations pour la mémoire de la déportation et de la résistance, Marie-Josée Chambard-de-L'Aube et Jacques Guistel, qui ont accepté, malgré leurs nombreuses obligations, de jouer un rôle actif dans ce colloque. Que soient également remerciés tous les intervenants et intervenantes et ceux qui ont accepté la lourde charge de présider chaque table ronde. Enfin, un grand merci sincèrement à toute l'équipe du secrétariat de la délégation aux droits des femmes et singulièrement à Madame Duchesse. Ce colloque n'est pas le premier sur les femmes résistantes, heureusement. Pourtant, c'est une première au Sénat et je suis particulièrement fière d'y contribuer. Les résistantes ont en effet joué un rôle important dans la féminisation, par ailleurs éphémère, de notre hémicycle après la guerre. Le Sénat se devait de rappeler cette filiation entre la résistance des femmes et l'apparition d'une première génération de femmes élues. C'est la participation des femmes, disait Lucie Aubrac, qui a donné à la résistance son extension et sa profondeur. Cet apport décisif des femmes à la résistance conforte l'intérêt de notre rencontre. La résistance des femmes a cependant commencé par des actes obscurs, en apparence anodins et sans gloire. Je cite une autre résistante éminente, Yvonne Dumont, qui siégea d'ailleurs dans notre hémicycle de 1946 à 1959. Acte obscur, sans gloire certes, mais extrêmement dangereux, conduisant de nombreuses résistantes au supplice. Eh bien, c'est à ce double visage des femmes résistantes que nous avons voulu lui rendre hommage, leur anonymat invisible. Vous n'êtes qu'un prénom, disait Lucie Aubrac, et leur courage exemplaire. Et qui donc traduisent mal, voire déforment, le tableau de ce grand mouvement social à l'échelle nationale que fut la résistance. Si on s'intéresse à ces recensements sélectifs, on a un pourcentage de femmes dans la résistance qui varie entre 10 et 15%.
environ 12% de femmes parmi les combattants volontaires de la résistance. Titre délivré après la guerre. On trouve plus de femmes dans les réseaux de renseignement, parce que d'une certaine façon, ça correspondait mieux à leurs aptitudes reconnues socialement. Un peu moins dans les mouvements, et évidemment encore moins dans le maquis où il s'agissait de prendre des armes. Mais on trouve aussi beaucoup de femmes dans un mouvement religieux qui était témoignage chrétien, et ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard. On trouve aussi beaucoup de femmes à défense de la France, qui est un mouvement essentiellement étudiant, donc là aussi, disponibilité des jeunes filles. Mais ce qui reste la grande inconnue, c'est la résistance au foyer. Toutes ces femmes qui représentaient quand même à peu près 48, enfin la moitié des femmes d'âge de 15 à 64 ans, qui étaient mariées, qui étaient au foyer, et qui ont participé directement à la résistance et qui ne sont en général enregistrées nulle part, et qui ont pourtant joué un rôle crucial, notamment d'hébergement. La France subit le rationnement et la faim, qui frappent certains plus que d'autres, du fait des défaillances de l'organisation du ravitaillement général, de 2 hivers particulièrement rigoureux et plus encore bien sûr de l'occupant, dont les prélèvements privent la France d'une grande partie de ses ressources. D'abord une citation pour ouvrir, puisqu'on a beaucoup parlé de la louange immédiate et consensuelle qui a entouré l'investissement par les femmes de la résistance. Un propos qui est moins souvent repris, celui d'Elisabeth Ternoir dès 1946, qui met l'accent sur le fait que non seulement les femmes se sont engagées, mais qu'elles ont sans doute été plus nombreuses que les hommes, dit-elle en 1946. Dans la rue, n'importe qui pouvait être arrêté. Annecy était devenue zone interdite. Et je ne pouvais pas accepter que des amis soient arrêtés n'importe comment et qu'ils soient en prison ou déportés. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans la résistance, mais nous étions toute une équipe. Nous étions 4, nous faisions partie d'un groupe catholique, et toutes les 4, nous avons formé une équipe d'agents de liaison sous la direction du général Valentosia. Paulette Ferriès-Martinez, 3 questions. Première question, quel événement vous paraît à ce point insupportable que vous décidez de vous engager en résistance? C'est l'arrivée des Allemands. Parce que j'avais été témoin de l'arrivée des Espagnols. J'avais été témoin de l'arrivée des Espagnols chassés par Franco. Et j'avais trouvé leur situation épouvantable. Et je m'étais dit que la situation qui nous attendait à nous avec Hitler allait être du même genre. Donc j'étais obligatoirement contre cette situation. Deuxième question, quand ou comment rencontrez-vous la résistance? Mais très facilement, j'avais le voisin de mes parents, Paul Pioda, qui est mort en déportation, habitait à côté de chez mes parents. Et j'allais obligatoirement chez lui, et là j'ai rencontré Madame Appleton, qui est une grande résistante et qui m'a demandé d'aller faire mon premier acte de résistance chez elle. Parmi tout ce que vous avez fait, il y a des choses que vous avez fait à l'égal de vos compagnons hommes, et puis il y a des choses qu'ils n'auraient pas pu faire et que vous avez fait. Par exemple, quand j'ai été chargée de surveiller Klaus Barbie. J'étais allée à Toulouse porter du matériel, porter du plastique, etc. Et là, j'avais rendez-vous avec mon patron, l'anglais, le major Brooks. Et il me dit, je viens d'entendre le message disant que le débarquement va avoir lieu aux environs de Sète. Alors, je t'ai trouvé une place dans le train, dans le même compartiment que Klaus Barbie. Alors, on te charge, au moment du débarquement, de mettre la main sur Klaus Barbie, de ne pas le quitter. Alors ça, c'est pas un homme qui pouvait le faire.
Malheureusement, nous n'avions pas à l'époque le téléphone portable et quand nous sommes partis dans le train, nous ne savions pas qu'il y avait eu un message annulant le débarquement aux environs de Sète. Alors quand le train s'est arrêté aux environs de Sète. J'étais dans le compartiment donc, de Barbie, alors là, au bout d'une demi-heure, le train était arrêté, au bout d'une demi-heure, je suis allée dans le couloir, effarouchée. J'ai dit au garde du corps de Barbie, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors au bout d'un moment, j'ai continué à m'adresser à eux et Barbie a mis la tête en dehors de son compartiment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle a peur. Alors il a dit, mais qu'elle vienne dans mon compartiment. Alors je suis allée dans le compartiment de Barbie. Alors là, ça a été, nous avons passé plusieurs heures ensemble. Ça n'a pas été forcément désagréable. Et on est arrivé quand même, en fin de compte, à Lyon. Et à Lyon, on est allé manger dans un restaurant où il a été accueilli à bras ouverts. Au moment de son procès, j'avais presque envie d'aller dire le nom du restaurant, mais je ne l'ai pas fait. Alors, quelques mots sur Rose Valland. C'est un itinéraire atypique, mais qui reprend des choses qui ont été dites tout à l'heure. Elle est née en 1898 à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, dans un milieu modeste. Son père est charron, sa mère ne travaille pas. Elle fait l'école normale d'institutrice, c'est déjà une expédition. Et là, on la découvre talentueuse. Elle part faire les beaux-arts à Lyon. Et là, elle s'enhardit, elle veut quitter Lyon, elle veut monter dans la capitale. Et elle vient à Paris, où elle arrive dans les années 30. Elle étudie l'histoire de l'art, elle gagne chichement sa vie et elle va se retrouver par un concours de circonstances qui a été étudié depuis. Elle se retrouve au musée du jeu de paume en 1940, au moment où vont commencer les pillages, les spoliations et les pillages. Et donc elle va, entre 1940 et 1944, se livrer à une forme tout à fait singulière de résistance. Elle ne sauvera pas des vies, elle contribuera à sauver des biens. Elle va au quotidien ficher ce que font les nazis et en fait elle va réussir grâce à un travail minutieux, patient, à noter les destinations des œuvres d'art qui partent vers l'Allemagne. Dès 1936, les deux frères de Sophie s'engagent dans une organisation de jeunesse parallèle créée en 1929 et interdite dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, car elle promeut la culture et l'ouverture sur le monde. Je voulais évoquer 4 jeunes parachutistes que nous avons connus à Ravensbrück et leur histoire rapide, puisque j'ai très peu de temps. En Afrique du Nord, un général Merlin a créé un corps de transmission de femmes. Et parmi ce corps de transmission femmes, un groupe a accepté et voulu avoir une formation complémentaire en Angleterre pour être racheté en France. Ça rappelle cette histoire. Madame la sénatrice Brigitte Gontier-Morin, bonjour. Bonjour monsieur. Alors je voulais savoir, nous voulons Réveil FM International et Afrique Rédaction, avoir vos impressions par rapport à ces colloques sur les femmes résistantes. Eh bien écoutez, c'est d'abord un grand moment d'émotion. Vous avez vu ces témoignages de femmes résistantes. Quel moment, quelle leçon de courage, quelle leçon d'humanité. Mais je crois que ce colloque participe tout à fait à ce que nous avions comme objectif. C'était montrer, révéler l'invisibilité de l'acte et de l'engagement féminin en résistance qui, pendant la résistance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et acte au quotidien, souvent anonymes, parfois niés, qualifiés, c'était normal, mais tous ces actes au quotidien multipliés qui n'auraient pas pu, qui s'ils n'avaient pas eu lieu, n'auraient pas permis à la résistance de prendre cet essor et de contribuer largement à la libération. Alors ça vous a pris combien de temps pour arriver à organiser un tel colloque? On peut dire que nous sommes en mai, nous commençons depuis novembre à peu près. Depuis novembre. Alors madame la sénatrice, avec les témoignages qu'on a écoutés, moi j'étais époustouflé
d'entendre, par exemple, Madame Colette, elle était la fille d'un préfet, mais elle est entrée dans la résistance. Donc la résistance va de pair avec l'éducation, en fait. La résistance va de pair évidemment avec l'éducation, avec la compréhension des valeurs qui fondent notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, et surtout un grand respect de la personne humaine. Alors, nous sommes à Paris, au Sénat. Hier, c'était un coup de tonnerre, c'était les séismes, c'était un tsunami. La France a voté pour le Front National. Concernant l'Union européenne, est-ce que aujourd'hui, la France ne doit pas entrer en résistance par rapport à une certaine vision de voir les choses et de voir le monde? Bien écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut absolument pas banaliser ce qui est intervenu il y a quelques heures en France. Et en même temps, il ne faut pas perdre l'espoir parce que à côté de ce vote Front National, mais qui repose évidemment sur une adhésion aux thèses du Front National, mais qui repose aussi sur une grande difficulté pour ces hommes et ces femmes, eh bien je crois qu'il faut faire le pari de l'intelligence. Il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui aspirent à la solidarité, cette solidarité que nos résistantes précisément ont montré. Eh bien je crois que c'est un pari à relever, un pari de rassemblement, un pari de contenu de ce qu'il faut produire pour incarner aujourd'hui nos valeurs républicaines. Et en tout cas, je crois qu'il faut entendre ce grand message de souffrance et s'y attarder pour y répondre. Est-ce que la France est-elle encore le pays des droits de l'homme? Est-ce que la France gardera encore sa vraie position au niveau mondial? Est-ce que la France, Madame Brigitte Gonthier-Maurin? Écoutez, à condition que son peuple relève la tête et débatte ensemble des conditions de l'organisation de la République dans un objectif de dignité, de respect, de solidarité, d'égalité. Voilà, comme disait un ami hier, on peut expulser un homme de la France, mais on ne peut pas expulser la France dans les cœurs de beaucoup des hommes, et notamment beaucoup d'Africains. Nous, on aime encore la France, malgré ce qui s'est passé hier. Madame la sénatrice, merci beaucoup pour avoir pris un peu de votre temps pour répondre à nos questions, mais surtout félicitations et bravo pour ces grands colloques qui viennent de se passer ici au Sénat. Merci beaucoup, madame. Amis téléspectateurs, voilà, nous sommes au Sénat. Il y a une petite pause ici. Nous assistons à ces colloques extraordinaires par rapport à la résistance. Je suis avec Freddy Moulongo, Réveil en Ferme International, avec Roger Bongos, Afrique Rédaction. Nous avons suivi avec émotion, avec énormément d'émotion, le colloque sur la résistance. Il y a un mot que j'ai retenu. Donc, pour des résistantes, des femmes résistantes, on n'est pas femme, on le devient. Et cette phrase m'a interpellé, qui nous donne la matière en disant que chez nous, on ne devient pas femme chez nous, on reste, on oublie la résistance, on regarde dans la passivité, les choses se passent. C'est la phrase de Simone de Beauvoir qu'elle a utilisée. Alors, Freddy, l'impression par rapport à tout cela, quand on voit aujourd'hui Marine Le Pen marcher sur le valeur de la France. Sur le valeur de la France en disant que voilà... Un boulevard pour aller, je ne sais pas, dépasser même l'Élysée. Oui, en disant que voilà, nous sommes les premiers partis aujourd'hui français. Oui, non, mais ça me désole. Pour moi, la France, c'est le pays de liberté, c'est le pays des droits, c'est le pays des solidarités, c'est aussi la francophonie. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, quand j'ai vu ce qui s'est passé hier, c'était vraiment un tsunami, on peut le dire, parce que je ne comprends pas qu'on arrive jusqu'à ça. Mais en même temps, il faut se remettre en question par rapport aux politiciens français. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites et dont on n'a pas vu les réalisations. Je pense que par sanction, le peuple français a voulu quand même sanctionner les politiques, que ce soit des gauches ou des droites, ceux qui gouvernent par rapport à cela. Mais je ne pense pas
que du fond profond de cœur des Français qui sont tous xénophobes et qui n'aiment pas l'Europe, etc., etc. Je pense que c'est faux. Et par solidarité pour la France en Europe, tu vois, moi j'ai mis l'écharpe bleue pour manifester quand même cette solidarité-là. Mais c'est quand même triste. Je pense que la France perd quand même son rang en essayant de suivre les chemins de tous les mouvements populistes qui vont entraîner l'Europe vers la chute. Imaginez-vous si on sort de l'euro, s'il n'y a plus cette liberté de circulation de marchandises et des hommes, je ne sais pas, c'est vraiment un retour en arrière, alors qu'il y a eu quand même des avancées par rapport à l'Europe. Alors des avancées, effectivement, d'aucuns disent que ces avancées-là profitent aux oligarques qui bénéficient de cela, des grandes multinationales, des sociétés, de politiques, mais pas le petit peuple, le souverain primaire. Voilà, nous allons, je vais poser une question qui vaut son pesant. C'est la question concernant la vraie résistance. Aujourd'hui, dans la diaspora congolaise, on voit ci et là, les gens crient, essayent de se positionner au niveau de ces pouvoirs diasporiques, pour dire ainsi. Et là, dans cette salle, au lieu d'honorer leur présence dans ces colloques, on n'a vu aucun noir. Oui, nous étions quand même nous deux, Afrique Rédaction et Réveil FM, donc on a représenté presque tous les continents africains. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que on ne joue pas avec les mots résistance. Parce que les témoignages que nous avons écoutés dans la salle Clémenceau, que vous allez suivre, oui, qui vont suivre en entièreté, c'est des femmes dont certaines ont tout perdu. D'autres ont été exécutées par rapport à leur engagement. Guillotinées, oui, par rapport à leur engagement. Il faut le dire, la guillotine, c'est autre chose qu'exécuter. Oui, la guillotine, c'est la plus grande barbarie qui existe. Tout à fait. Et il y en a qui ont été charcutés, il y a des choses horribles qu'elles ont vécues. Elles n'arrivaient même pas à se laver. Lorsqu'il y avait des arrestations, c'était vraiment pour déshumaniser la personne humaine. Mais je vais quand même dire une chose, c'est que dans la communauté congolaise, il me semble qu'il y a une sorte de melting pot. Il y en a qui viennent, soi-disant dans la résistance congolaise, dans le sens à l'Oyenge. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que les gens doivent savoir que lorsqu'on est dans la résistance, on peut y perdre sa vie. On peut être interpellé, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Mais quand on vient simplement parce que c'est à la mode, c'est qu'on n'a pas compris. Mais je vais aussi dire une chose. Les femmes résistantes françaises qu'on a vues, voilà, les femmes résistantes françaises qu'on a vues et qui ont témoigné, c'était pas des enfants de vanipieux. C'était pas des enfants de préfet. Ah oui, il y a une qui était fille de préfet, il y a l'autre qui... Non, c'est de jeunes filles qui ont bien vécu dans leur famille, mais face à l'injustice, ça les a poussées aux révoltes et elles sont entrées dans la résistance. C'est-à-dire que la résistance ne doit pas être prise comme un sentiment simple. Un fonds de commerce. Oui, un fonds de commerce. Non, c'est vraiment... On a remarqué dans la diaspora, vous avez peut-être oublié de le dire, aujourd'hui il y a des groupuscules qui s'opposent, si on veut, les uns contre les autres, les unes contre les autres, et à l'arrivée, ils torpillent les combats. Oui, le fait de torpiller les combats, toi et moi, nous avons été victimes déjà simplement d'avoir joué notre rôle de journaliste, d'avoir donné la parole à Vital Kamerhe. Tu as vu ce que ça a donné. Donc, il y a des gens qui pensent que ces combats de la résistance, ça leur appartient. Ils veulent prendre en otage ces combats, cette résistance. Mais non, on ne va pas se laisser faire. Mais simplement dire que chacun a l'obligation de réfléchir par soi-même. Chacun est venu à la résistance congolaise par lui-même. Mais lorsque c'est
c'est un réseau, c'est quelques personnes qui commencent à réfléchir à notre place, nous avons droit de réfuter cela. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel pour que la résistance ne soit pas uniquement un fonds de commerce ou ne soit pas un endroit où les gens qui n'ont rien à faire puissent se retrouver et puis voilà, oui, non, mais il y a des gens qui réfléchissent parfois avec les pieds, qui pensent que c'est ça là. Non, tout est stratégie, tout est tactique. Il faut monter escalier, marche par marche d'escalier et pour arriver. Donc les combats qu'on a menés hier et qu'on mène aujourd'hui, c'est pour arriver à un résultat. Donc rien ne pourra nous arrêter à cela. Mais simplement, il ne faut pas que les gens viennent mouvement Moroya Loyenge et puis il n'y a rien là-dedans. Non, il faut que les stratèges congolais soient vraiment à l'intérieur pour arriver à des choses. Parce que, comment est-ce qu'il y a même une femme, d'ailleurs c'est madame ici qui a témoigné, elle a voyagé une fois avec Klaus Barbie, madame. Oui, c'était... voilà, non mais madame, excusez-moi, voilà, Roger, c'est formidable parce qu'on a madame, c'est madame Colette, non? Oui, c'est ça. C'est madame Colette. Ça. Roger, comme ça, c'est formidable. Madame Colette, vous êtes une grande résistante. Oh, bien sûr. Oui. 1m63. Voilà. Voilà. Alors, dans la salle Clémenceau, vous avez donné votre témoignage et vous avez même eu l'opportunité de croiser dans un train Klaus Barbie. C'était pas l'opportunité, c'était exprès. Il fallait que j'étais là exprès pour mettre la main sur Klaus Barbie. Au cas où le débarquement ait lieu, pour qu'on puisse mettre la main tout de suite sur lui. Est-ce qu'à ce moment-là, oui. Là on regarde 40 ans plus tard, est-ce que vous saviez qu'un jour, Klaus Barbie allait répondre de ses crimes? Bien sûr que je le savais, j'ai eu envie d'aller témoigner quand il a été... Mais enfin, je ne l'ai pas fait. Parce qu'on m'a appris à ne jamais dénoncer personne. Voilà. Mais madame, lorsque vous regardez aujourd'hui oui. la résistance de femmes, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, avec ce qui s'est passé hier, on a vu les élections... ah oui, ben ça c'est épouvantable. Bon. Voilà, c'est épouvantable. Ça me donne envie de résister encore. C'est dommage que je sois trop vieille. Donc il y a encore cette... Ah, mais j'ai encore un élan, évidemment. Voilà, madame Colette. En tout cas, merci beaucoup. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup, madame Colette, d'avoir témoigné en direct d'Afrique Rédaction et Réveil FM. Roger, c'est un témoignage formidable. C'est vraiment un témoignage formidable. Madame Colette a témoigné dans la salle Clémenceau de ce qu'elle a vécu. Klaus Barbie, mais c'est un tueur, je ne sais pas, c'est vraiment un criminel. Oui, Klaus Barbie, on connaît son procès, on connaît ce qu'il a pu faire, le préfet, vous le savez, ce qu'il a pu faire. Il a collaboré avec le Troisième Reich, il était l'autorité judiciaire morale ici. Oui, alors donc il a amené les gens vers le camp de concentration, le camp de la mort. Donc et son procès, vous avez vu ce que ça donnait comme retentissement. Voilà, on peut dire que à travers ce qui s'est passé, à travers cette résistance qui donne aujourd'hui ses fruits, que les gens là sont honorés aujourd'hui au Sénat, là où il y a le pouvoir se décide, là où il y a des décisions, où il y a des lois qui sont votées, peut-être rétoquées aussi. Oui. Ça montre que la France donne une certaine importance à la résistance. Oui. Donc nous devions... La France est très reconnaissante à l'égard de ses enfants. Oui, et très reconnaissante. Aujourd'hui, à l'égard de ses enfants filles ou ces enfants, filles qui sont devenues des grandes femmes, des grandes dames aujourd'hui. Oui, alors on peut partir sur... On a parlé de l'attitude patriarcale qui est ici, mais dans l'essence même de l'Afrique, comme on parle de la culture juive, on devient juif à travers la maman. Oui. Mais ici, on a donné aussi cette opportunité à la femme de s'exprimer par rapport à sa résistance. Elle a apporté beaucoup au niveau de ses travaux pour qu'aujourd'hui on puisse retrouver la paix et discuter aujourd'hui dans cette salle, qu'on ne soit pas bien sûr caporalisé par les Allemands du Troisième Reich. Voilà. Donc ça montre que le travail de la femme, quand elle
la femme, quand la femme mène une action, il y a toujours un résultat au bout. Avec des risques d'ailleurs. Avec des risques. Il y a une dame qui a témoigné qu'elle était dans un camion, elle avait son sac plein de documents, et les Allemands sont arrivés, il fallait qu'ils descendent. Et elle a dit non, mais moi je suis cardiaque si je descends ici avec le soleil et tout ça. Et puis bon, elle est passée avec son sac. Voilà, alors donc pour terminer, on dira que voilà, réveillez-vous quand vous vous trouvez dans des pays où le pouvoir est confisqué, il faut résister, résister et résister. Voilà, merci beaucoup. Donc le mot de la fin c'était avec Roger. Donc la résistance, elle est perpétuelle. Hein, elle est perpétuelle et notamment dans nos pays africains où la dictature a ses grappes sur les pouvoirs, où les gens ne veulent pas, lorsqu'ils ont une parcelle de pouvoir, ne veulent plus partir, hein, où je dirais les institutions républicaines sont prises en otage par une oligarchie parfois mafieuse. Donc il faut qu'il y ait de la résistance. Mais cette résistance doit se faire avec beaucoup de stratégies et savoir qu'il faut résister, résister et résister. N'est-ce pas, Roger? Merci beaucoup, merci à vous. Suivez ce que Freddy Mulongo, Réveil FM a pu dire. Merci à vous. Merci, bye bye, ciao.